L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 5 novembre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche parce que des folies dans ces domaines-là, il y en a tout le temps et on a tout intérêt à surfer dessus plutôt que d'être noyé sous les vagues. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, quelle surprise, et on va parler de ce qu'il y a derrière, qui joue les gros bras, qui est en train de bouleverser toute la planète. C'est le compute, les data centers. Il y a des investissements, des accords, des retards, des trucs fous qui se passent un petit peu partout sur la planète et ça nous raconte beaucoup de ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années. On y va, on parle d'IA d'abord et puis de compute juste après. La première info concerne OpenAI qui, à la surprise de tout le monde, a supprimé l'accès à un de ses modèles. Alors ça, c'était encore jamais arrivé à ma connaissance. Tous les éditeurs créent des modèles d'intelligence artificielle, les mettent en ligne, les mettent à disposition, les font payer, ou c'est gratuit, ou c'est à disposition dans leur back-office, où on peut les interroger par API, ou c'est le modèle commercial sur abonnement. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, on est content, on le rajoute, et tous les anciens modèles, on les garde parce qu'on se dit, t'as vu, je suis celui qui a fait le plus de modèles. Et un acteur gigantesque comme Google, qui est peut-être, qui est clairement un des top 3 mondiaux, il vient de décider de supprimer un de ses modèles. Et pas n'importe quel en plus. Gemma, GE2MA, le petit modèle frugal, open weight, alors il n'est pas tout à fait open source, mais qu'on peut trifouiller, qu'on peut télécharger, qu'on peut utiliser dans nos automatismes, qu'on paye pas si on veut. Si on va dans AI Studio, on a beau chercher le truc, bonjour s'il te plaît AI Studio, je voudrais différents modèles, je veux Gemma, il coûte pas cher, il est tout petit, je peux le télécharger, ou qu'il est Gemma, il est plus là Gemma. Gemma vient d'être retiré de la circulation, en tout cas de AI Studio par Google. Gemma est toujours disponible, pourtant sous forme d'API. C'est-à-dire si vous utilisez ce modèle Gemma, si vous l'avez téléchargé, récupéré sur un ordi, sur un serveur, c'est bon, vous pouvez continuer à l'utiliser. Si vous l'utilisez par API, c'est-à-dire c'est vous qui décidez depuis chez vous de ce que Gemma va faire, c'est toujours valable. Par contre, faire bosser Gemma sur AI Studio de chez Google, c'est plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça se durcit, les amis, puisque certains petits malins ont utilisé l'accès à Gemma sur Google AI Studio pour faire des trucs pas terribles. En gros, ils ont fait ils ont généré de la diffamation assez grave à l'encontre d'une sénatrice américaine. C'est pas passé, tout ça machin. On a vu que ça avait été généré par l'IA. Laquelle? Celle de Google. Ah bon? Laquelle? Gemma. Ah bon? Qui c'est qui l'a créé? Ben on sait pas. Ça a été créé sur Google AI Studio. Il n'y a pas de compte derrière, il n'y a pas quelqu'un qui a dépensé des petits tokens, il n'y a pas quelqu'un qui a mis Gemma sur son ordi et où on peut dire c'est toi qui as fait du mal et donc on va te tomber dessus. Non, là tout le monde est tombé sur Google et donc Google AI Studio parce que Gemma, et du coup Google a décidé de dire eh bien, puisque c'est comme ça, je vous mets plus de Gemma à disposition chez moi. Si vous voulez l'utiliser pour faire des bêtises, utilisez-le chez vous, mais vous serez responsable. Derrière votre compte, c'est vous qui aurez payé pour lui faire des bêtises. Et donc, s'il y a tribunal à un moment, c'est vous qui irez devant le tribunal, mais c'est pas nous, Google. Et le truc se durcit entre le modèle des géants du numérique, des Gomax, Google, OpenAI, Meta, Anthropic, xAI, tous ces géants américains qui fabriquent des IA, qui font des data centers super imposants pour pouvoir faire de l'inférence, du service à l'ensemble de la population mondiale, pour que tous dans le monde, on ait notre petit abonnement chez un ou l'autre de ces géants. Et donc, c'est eux qui nous fournissent des trucs. Mais bon, ces trucs-là, du coup, ils sont de plus en plus régulés. On fait très attention à ce qu'ils sont capables de produire, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous disent pas, comment ils nous le disent, ce qu'ils nous interdisent, etc., etc. Et l'autre côté, c'est de dire, je récupère un petit modèle open weight, open source. Il y en a, Mistral, qui sont en France et qui sont très bons. Et je l'installe chez moi. Et du coup, j'en suis responsable. Vous voyez, la bataille de la responsabilité sur ces modèles, le modèle IA local versus le modèle
modèle que toute la planète a, la planète capitalistique a, parce que ça nourrit des géants, et ben cette bataille, elle est entière, et là, elle arrive clairement sur la frontière entre ces deux mondes, avec ce Gemma qui vient de disparaître de chez Google pour ces raisons-là. Alors Google a communiqué là-dessus, et dit bon, ça va revenir, mais ça reviendra pas tant qu'on n'aura pas hyper sécurisé le modèle. Donc si vous voulez le désécuriser, si vous voulez qu'il fasse un peu ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix, que ce soit Gemma ou d'autres, il va falloir prendre les modèles et prendre la responsabilité aussi de leur faire des trucs. Sinon, si la responsabilité vous la laissez chez OpenAI, Anthropic, Google et les autres, eh ben on va vous serrer la vis des différents modèles. Il y en a qu'un qui fait la course un petit peu à part, c'est Grok, mais sinon le monde est en train de se diviser en deux catégories, ceux qui ont le flingue chargé et ceux qui creusent. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'était pour vous dire que la scission est de plus en plus nette entre ces deux modèles. Peut-être qu'il y a un modèle un peu plus responsable, un peu plus démocratique, un peu plus individuel, un peu plus responsable individuellement, qui est celui de l'IA locale. Je pose ça là, mais je pense que c'est une voie à explorer. Je dis ça, je dis rien, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre choc frontal avec l'intelligence artificielle, c'est celui du droit d'auteur, notamment des images, des visuels. Bah oui, nous on s'extasie comme des petites nounouilles à se dire, bah tiens, dans une IA générative d'images, je peux produire des dessins à la Studio Ghibli. Cet univers japonais absolument, vous le connaissez tous, Studio Ghibli, voilà, c'est absolument magnifique. Et ben je peux demander ça. Non, ça dépend, vous le verrez, il y a des IA qui vous disent non, je vous ferai pas un truc à la Studio Ghibli, parce que à la Studio Ghibli, ça appartient à Studio Ghibli. Bon, cette petite bataille du droit d'auteur a pris une dimension supérieure avec les IA génératives de vidéo, et notamment avec l'arrivée récente de Sora 2, l'IA générative de vidéo de chez OpenAI, qui permet de faire des dingueries. Et tous ceux qui ont essayé ce truc, qui marche extrêmement bien, l'ont essayé avec des références qu'ils ont déjà. Fais-moi un Mickey de chez Disney, fais-moi un Bob l'éponge de chez je sais pas qui. J'ai même pas la ref. Fais-moi un Studio Ghibli de chez Studio Ghibli, un Totoro de chez Studio Ghibli, etc. etc. Et Sora 2 vous pond des vidéos. Bon, on dirait que c'est sorti des Studios Ghibli, c'est incroyable. Bon. Alors bien sûr, tous les ayants droit de ces trucs-là ont hurlé, et Sora 2 a fait une mise à jour en disant, écoutez, on va mettre un système en place qui va être très très bien, c'est que chacun de vous, si vous êtes créateur d'un univers, d'un personnage, d'un machin, vous pouvez, dans une démarche qu'il faut que vous fassiez vous, aller sur Sora 2 et de dire non, là, Totoro, ça appartient à nous, les studios Ghibli, donc, ping, je coche la case, faites comme vous voulez, et je décide que plus personne n'aura le droit de faire des Totoro. Il faut faire la démarche, et ça va satisfaire tout le monde, disait Sam Altman avec son Sora 2, qui est peut-être sorti un peu trop vite, ou en tout cas, je pense qu'il l'a fait exprès, en se disant, on fait fi des trucs de droit d'auteur, on verra bien d'où que ça nous mène. Bon, eh bien, Studio Ghibli, et pas que, des grands studios japonais, réunis dans une association qui s'appelle la Coda. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est pour les droits, faire valoir les droits de ces grands studios, donc comme Ghibli, comme Square Enix, comme Bandai, parce qu'on fait des Pokémon, on fait des machins, etc., etc. Bref, je mélange tout, mais peu importe. Ils se sont réunis dans une association pour dire, les amis, nous, premièrement, on veut pas que Sora 2 puisse faire des trucs qui nous appartiennent. Parce que sinon tous les gens vont pouvoir faire du Studio Ghibli alors que c'est pas comme ça qu'on fait, voilà. Deuxièmement, on jouera pas votre jeu d'aller cocher la petite case en disant je veux pas que. C'est à vous, selon le droit d'auteur japonais, de faire des démarches pour que ça se produise pas. Le renvoi, le coup de revers de ping-pong ou de ce que vous voulez comme sport des japonais par rapport à Sora 2 est absolument bouleversant. En gros, ils se sont fait un petit bras de fer. Sora 2 a dit pas de problème, vous avez qu'à nous dire et on vous protégera. Et puis les Japonais ils disent non, on n'a rien à vous dire, protégez-nous et puis c'est tout. C'est à vous de faire les efforts, c'est pas à nous. Bon, est-ce que ça va induire tout ce qui peut se passer dans les futurs outils d'IA générative ? La réponse est à coup sûr oui. Est-ce que ce sont les créateurs d'IA qui vont devoir faire gaffe à tout ça en amont ? Ou est-ce que ce sera de la responsabilité des auteurs de faire valoir leurs droits ? Le bras de fer est engagé, on va le suivre de très près parce qu'il est particulièrement intéressant. Tiens, il y en a d'autres en complément de cette information qui ont décidé d'éviter le débat, c'est eux. Perplexity, par exemple.
Bah, Perplexity, ça va, vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, faut aller regarder ce qu'il a dans le bidou. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Perplexity, quand vous lui demandez un truc, fais-moi un topo sur la Tour Eiffel, par exemple, il nous sort des images ici. Est-ce qu'elles sont libres de droit? Non. Pourtant, il s'en sert pour étayer ses articles. Eh bien, Perplexity a été attaqué par Getty Images. Getty Images, c'est quoi? C'est une banque d'images. On les trouve relous. Hein. Beaucoup, et pas que moi, me laissez pas tout seul. On est beaucoup à les trouver relous, Getty Images, parce que depuis 15 ans, dès qu'on tape une recherche image dans Google, eh ben, il y a Getty Images qui ressort et on se dit, ah chouette, cette image est bien, je la réutilise. T'as pas le droit, fallait la payer. Ah oui, parce que Google est un index qui te dit, il y a une image qui te correspond sur Getty Images, après tu te débrouilles, il faut l'acheter. En fait, Google n'était qu'une voie de passage vers Getty Images et ne montrait pas, ne mettait pas à disposition les images de Getty Images qui sont monétisées, qui sont à acheter si vous voulez les utiliser. Perplexity, lui, ben, il montrait des images, Getty Images et d'autres, tous les autres vont s'engouffrer dans ce que je vais vous dire, et il disait, bah voilà, il y a des images comme ça. Il dit pas que tu as le droit de les utiliser, mais il te dit rien, mais il te les montre. Bon, et ben procès, tout ça, machin, ils ont conclu un accord, ils se sont serrés la paluche, Perplexity et Getty Images, on connaît pas le montant d'un accord pluri-annuel qui vise à dire, ben, Perplexity a maintenant le droit de mettre du Getty Images. Mais attention, dès qu'on va cliquer dessus, ça va nous renvoyer vers le petit panier à remplir pour payer tant d'euros si on veut utiliser cette image de Getty Images. Vous voyez, les frontières, droits d'auteur, droits commerciaux sur les images et les visuels, eh ben, y a tout ça qui est en jeu derrière cette histoire. J'en profite quand même pour vous dire que quand on va aller sur Perplexity, quand on va sur Images, vous avez un petit bouton magique aussi ici qui dit générer une image. Voilà, donc vous pouvez aussi générer une image de la Tour Eiffel, par exemple, avec une IA qui sera appelée depuis votre Perplexity, plutôt que de prendre iStock Photo, même topo que Getty Images, c'est un truc de photo payante. Bon, bref, toutes ces batailles sont lancées et on sera très curieux de voir comment ça évolue, parce que ça induira les permissions d'utilisation des uns et des autres par le camp d'en face. IA ou auteur pas IA, le bras de fer n'en finit plus de durer. Peut-être que ça va se résoudre, on verra bien, peut-être avec des accords de sous-sous et peut-être devant les tribunaux. Nous verrons. Allez, le gros sujet du moment, les amis, c'est le compute. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais s'il n'y a pas des data centers pour les faire tourner, il n'y a plus personne. Et même s'il n'y a pas de data center pour les créer, pour les entraîner, il n'y a plus personne non plus. Et bien, la bataille fait rage avec une annonce absolument folle et avec un timing qui est encore plus fou. Cette annonce, elle nous vient de chez OpenAI qui vient de conclure un accord avec Amazon pour que Amazon, AWS, lui fournisse du cloud avec une échelle absolument spectaculaire de 38 milliards de dollars de services AWS, donc Amazon, sur plusieurs années, sur 7 ans, si mes souvenirs sont bons, fourniture de ce compute par Amazon à OpenAI. Ce truc est dingue. Pourquoi ce truc est dingue? Parce que Amazon, depuis le début, c'est Microsoft. Microsoft qui fournit Azure et son cloud, etc. à OpenAI, sans quoi OpenAI n'aurait pas pu se développer, exister, entraîner des modèles et les servir, faire l'inférence. C'est comme ça qu'on dit dans le monde des IA. Et il y a quelques jours à peine, je vous avais dit ici sur Renaud Décode que OpenAI avait fait sa mue légale, sa mue statutaire, puisque OpenAI, il y a quelques jours à peine, est devenue une entreprise à but lucratif et à mission. C'est-à-dire avant, ils étaient à but non lucratif parce qu'ils avaient une mission open, grand public, tout ça, machin. C'était embêtant pour lever des fonds, c'était embêtant pour faire des grosses tutunes pour ceux d'en haut, tout ça, machin. Et donc, ils ont réussi à se transformer en entreprise à but lucratif. C'est bon, vous pouvez investir des sous chez nous, on va vous rétribuer de ça, mais en même temps à mission quand même. Bon, bref, ils ont changé. Quelques jours après, ce changement qui a aussi redistribué les cartes de Microsoft chez OpenAI. Microsoft a dû réduire ses parts à 27%, ce qui est quand même énorme, mais 27% d'une boîte lucrative, c'est peut-être mieux comme calcul que plus d'une boîte pas lucrative, tu vois ce que je veux dire. Bon, tout le monde était d'accord, ils se sont serrés la paluche. Au passage, Microsoft a perdu, dans ce changement de deal, son droit au premier refus. C'est-à-dire que dès qu'OpenAI, jusqu'à présent, devait commander du compute, il devait
devait d'abord demander à Microsoft. Voilà. Et c'est Microsoft qui disait soit oui, c'est moi qui te sers, et donc c'est moi qui te sers, voilà, tu vas m'acheter des trucs, voilà. Soit il disait, bah non, je veux pas, et c'est que si Microsoft disait non, que OpenAI pouvait aller voir ailleurs. Ils ont d'ailleurs conclu des deals absolument fabuleux. Et là, à peine quelques jours après ce changement majeur, eh bien, OpenAI vient de faire un deal avec Amazon. Amazon qui soutient à mort Anthropic. Anthropic est le concurrent direct d'OpenAI, fondé par des gens qui viennent de chez OpenAI. Le truc est absolument fou. Et l'échelle est folle, 38 milliards de dollars de compute sur 7 ans. Donc OpenAI a de quoi voir venir, a de quoi développer tout un tas de choses avec le support de Amazon qui lui-même produit des serveurs pour Anthropic, son concurrent. Le truc est absolument dingue, notamment si on le met à la chaîne des derniers investissements qui sont lourds, puisque OpenAI a quand même, dans le deal dont je vous parlais tout à l'heure, avec Microsoft, acheté 250 milliards de dollars de compute à Microsoft Azure, et dans le même temps a acheté 300 milliards de dollars, les sommes sont folles, on comprend même plus ce que ça veut dire, 300 milliards de dollars à Oracle. Oracle qui, dans le monde du logiciel historique aux États-Unis, Oracle est un géant qu'on ne connaît pas en France, mais c'est, croyez-moi, c'est un immense géant qui est plus fort que Microsoft sur certains aspects d'ailleurs. Eh bien, Oracle et Microsoft sont des concurrents. Bah, tous les deux ont mis du compute pour OpenAI qui, lui, a dit à Microsoft, t'es mignon, mais je vais me faire computer, va te faire computer ailleurs par Amazon qui lui-même soutient Anthropic. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Oui, ça va, vous avez un petit diagramme en tête. Le truc est absolument fou. Et ça nous promet des trucs fous pour les années qui viennent, parce que toutes ces puissances de calcul, elles sont soit transitoires, soit elles arrivent en 2026 ou 2027. Vous dire qu'on va démultiplier la puissance de calcul dans 1 an, dans 2 ans seulement, par rapport à ce qu'on a déjà et à l'impact de l'IA sur nos petites vies, nos modèles sociaux, sociétaux de par le monde, et qu'on va sur beaucoup plus grand, que les commandes sont déjà passées et qu'on y va droit. Eh ben, c'est assez vertigineux. Bon, pas pour vous laisser le côté soit flippant, soit enthousiasmant. Vertigineux, ça peut être dans les deux sens. La deuxième information, les amis, là-dessus, c'est que AWS a lancé son projet Rainier. Je ne sais pas si on dit comme ça. Rainier, R-A-I-N-I-E-R. Ça doit s'écrire comme ça, si mes souvenirs sont bons. Donc ça, c'est Amazon qui a fabriqué un super data center. Un énorme data center, il y a 500 000 puces à l'intérieur de ça, opérationnel pour l'instant, ça va poursuivre à 1 million de puces, je vais y revenir sur les puces. Tout ce truc AWS projet Rainier, il est fait uniquement pour Anthropic, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est largement soutenu par Amazon AWS. La grosse dinguerie de ce truc-là, pour compléter ce schéma, après je vous laisse tranquille avec tout ça, mais c'est important que vous le sachiez parce que ça dit beaucoup du futur, ce data center, cet ensemble de data centers, il est gigantesque, hein. Il y a une trentaine de bâtiments, une trentaine de data centers, 18 000 mètres carrés, un peu plus, même 18 000 mètres carrés pour chacun de ces data centers. Chaque data center, il y a des serveurs ultra serveurs à l'intérieur. Chaque ultra serveur, il a 64 puces à l'intérieur. Enfin, c'est un truc, c'est monumental. Est-ce que j'ai une image d'illustration d'Amazon? Oui, tiens, voilà, il y a plein de câbles colorés pour qu'on s'y retrouve et c'est cool. On se croirait dans un truc de science-fiction. Non, non, c'est du réel. Même la petite dame est réelle. Donc ça, c'est le projet Rainier. Voilà, c'est écrit comme ça, de chez AWS, qui vise à être mise à disposition exclusivement de Anthropic. Surveillons de très près Anthropic et les modèles Claude qui sont déjà extrêmement forts, plus forts que ceux de OpenAI actuellement, un peu moins forts sur certains benchmarks que ceux de Google, mais sur certains, ils ont la préférence de beaucoup d'utilisateurs chez Claude. Ils sont en train de se doter de ce genre de trucs, soutenus à mort par Amazon. Et la petite cerise sur le gros gâteau, c'est que ces data centers Rainier, ils sont équipés de puces perdues, pas Nvidia, non, ils sont équipés de puces produites par AWS, par Amazon. Oui, ça y est, c'est le premier gigantesque data center. Au bout du compte, et au moment où ça va sortir, ce sera un des plus gros, si ce n'est le plus gros data center opérationnel à ce moment-là. Après, ça va tellement vite. Et les puces qui sont dedans, c'est des Trainium. C'est des puces faites exprès pour l'IA. Elles sont designées pour ça et elles sont faites par Amazon. Il n'y a pas de Nvidia dedans, qui est le fournisseur de tout le monde. Vous avez là l'étendue globale de la bataille absolument dingo sur le compute derrière
derrière ce qu'on voit, nous, la partie émergée de l'iceberg, qui est l'IA. Ce truc pose des vraies questions de qui va être le champion de demain, de qui va écraser ses concurrents. Est-ce que Microsoft va être rayé de la carte? Est-ce que Amazon, qu'on n'avait pas vu venir dans ce domaine de l'IA, va être un champion de demain? Est-ce que c'est Claude qui, du coup, va prendre le pas sur OpenAI et Google dans tout ça? Bref, souveraineté, parce que je vous ai parlé que des Américains dans tout ce bazar, mais ça dit beaucoup de l'avenir qui est en train de se construire, de se forger. C'est pas à nos mains, c'est ces géants qui décident pour nous, mais c'est en train de se forger sous nos yeux. On va suivre ça de très près, mais là, au moins, vous avez une map à l'instant T assez complète de ce qui peut se passer, et tout ça, c'est dinguerie sur dinguerie. En France, on fait quoi du coup? Bon, eh ben les amis, je vous rassure un tout petit peu. Je sais pas si je vais vous rassurer ou si ça va vous inquiéter cette histoire. Mais vous savez qu'on a une nouvelle ministre quand même de l'IA. Bah si, c'est important. Anne Le Hénauf. Ouais, ça fait du coup depuis ce gouvernement-là qui s'intéresse pour l'instant au budget, mais il y a quand même des ministres qui sont censés travailler, et il y a notamment Anne Le Hénauf, qui est notre nouvelle ministre déléguée à l'IA et au numérique. Alors elle est rattachée à un autre ministère, celui de la, on va dire de la productivité, globalement, on va dire ça comme ça. Donc on n'est plus du tout sur le même paradigme que l'ancien ministère de l'IA, qui était rattaché à l'éducation, mais qui était surtout là pour interdire l'IA à l'école. Bon, on n'y comprenait rien. Et moi j'étais fâché, on a perdu un an de notre vie, en tout cas sur l'IA en France, avec Clara Chapas la précédente. Maintenant on a des espoirs concernant Anne Le Hénauf. Mais c'est quoi sa feuille de route à Anne Le Hénauf? Parce que nous ce qu'on veut c'est de savoir d'où qu'on va. Bon, et ben Anne Le Hénauf a fait sa première petite sortie. Bon, bah, désolé pour la déception, cette actu va pas être très longue parce qu'elle n'a pas dit grand chose. Si ce n'est que son orientation à elle, c'est d'avoir de la souveraineté. On veut mettre en place des politiques techno-industrielles en France autour de l'IA et du compute, du cloud, des data centers et de tout ce bastringue, avec une préférence européenne, mais pour avoir de l'autonomie stratégique. Bon, on est sur de l'infrastructure, on est sur l'autonomie, on est sur de la souveraineté, on est sur tous ces sujets-là. Alors c'est moins pimpin que la French Tech Startup machin, dont les ministres sont pour rien, parce que c'est les startups qui bossent et c'est les clients qui achètent s'ils ont envie parce que le produit est super, mais au moins on est sur du pragmatique, sur du structurel. Bon, et ben c'est lancé. Les dossiers de Anne Le Hénauf, je sais pas combien de temps ça va durer, donc on verra bien, mais en tout cas, eh ben, on met l'accent là-dessus. Et c'est pas dommage puisque la Cour des comptes vient de rendre un rapport en disant qu'on était des grosses quichos. Vous voyez, si vous regardez le rapport de la Cour des comptes, je vous l'affiche ici, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site ccomptes, c'est tout attaché, ccomptes au pluriel.fr. Vous avez tous les rapports de la Cour des comptes. La Cour des comptes, titre ici, souveraineté sur l'IA en France, on est des grosses quichos. Voilà, c'est pas écrit comme ça, mais je vous ai fait un résumé express. Non, vous irez lire le rapport plus sérieusement, excusez-moi. Mais en gros, la Cour des comptes nous dit que c'est un drame, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout souverain, que c'est un vrai risque, un vrai danger. Si demain il se passe un truc ailleurs que chez nous et qui décide de nous couper les robinets, on n'a plus rien et c'est grave. Et qu'en plus ça freine l'innovation et qu'en plus ça nous empêche de nous développer et du coup ça nous empêche d'être plus productifs. Du coup l'écart de productivité se creuse. Du coup on s'en sort pas avec notre PIB, notre dette et tout ça. Enfin bref, tout ça s'escalade et s'auto-alimente. Le rapport de la Cour des comptes, il est méchant. Que fait l'Europe par rapport à ça? Eh ben, le signal est important. Il faut que je vous le partage aussi. Aujourd'hui, au niveau européen, puisque c'est l'objet de la souveraineté et française et européenne de Anne Le Hénauf, aujourd'hui, on avait une certification souveraineté. C'est-à-dire que vous pouviez dire, bah tiens, moi j'ai un cloud par exemple, c'est un cloud européen. Ah bon, disait l'Europe, bouge pas, je vais surveiller que tout est bien, mais dans ton cloud, du coup, il est basé où, dans quel pays? Europe, ok, c'est bon, il n'y en a pas un ailleurs. Hein. Bon, c'est Europe, tout le monde en Europe peut en profiter, pas tout à fait. Ah, attention, t'as un mauvais point, bon, etc. Et dedans, c'est quoi comme data center? Et les connecteurs, ils viennent de chez qui? Et les puces, elles viennent de chez qui? Et bon, bah si tu creuses au bout d'un moment, il y a un truc qui n'est pas européen. Boum, certification ou pas certification, mais c'est un petit peu difficile. Du coup, les acteurs européens qui se disent, moi, je voudrais bien un peu de compute, un peu d'IA, un peu machin, ils ne savaient pas comment s'y retrouver. Eh bien, l'Europe vient de changer sa certification classique par un score. Comment ça s'appelle? Score Sovereignty Framework. Désolé pour mon accent anglais pitoyable, mais vous avez compris, un petit modèle de score de souveraineté. C'est un score avec des petits pourcentages. Alors tout le monde discute un peu des pourcentages qui sont attribués à droite et à gauche, qui nous dit bah ça c'est plus européen, que ça c'est moins européen, donc favorise les trucs plus européens. Bon, ça fait quand même pas mal de discussions parce qu'on se rend compte que en fonction des pourcentages qu'ils ont mis là-dedans et des scores, bah, une boîte américaine, un Microsoft
Microsoft, par exemple, présent à Paris avec des sécurités, de la RGPD et tout ça, il obtient un meilleur score qu'un data center proprement européen. Bon, c'est un mixte, en même temps c'est pragmatique, on verra où ça nous mène, mais en tout cas on est quand même en train de mettre un petit peu d'eau dans notre vin. À mon avis on a raison, parce qu'on n'a pas les armes pour lutter à ce jour, et il faut accélérer grave. En même temps, si on décide d'accepter des solutions d'ailleurs, on peut pas se dire en plus, en même temps, il faut être à fond souverain. Bon, c'est peut-être une transition, on verra bien comment tout ça évolue, et on va compter aussi sur nos voisins européens pour faire des choses. Bah tiens, justement. Justement, l'Allemagne franchit un cap. L'Allemagne vient d'ouvrir à Munich. J'avais pas le truc, un truc qui s'appelle, j'ai plus le nom parce que c'est pas écrit dessus, mais c'est pas grave, qui s'appelle le AI Factory. Voilà, c'est tout simple, le AI Factory. Je suis ici sur une page du site de Deutsche Telekom. Qu'est-ce que tu fais, Renaud, sur Deutsche Telekom? Eh bien, parce que ce data center, cet AI Factory, est un gros data center. Il y a 10 000 GPU Blackwell. C'est fait avec du NVIDIA, donc c'est un partenariat NVIDIA, donc bah oui, les puces elles sont pas faites en Europe, et vous les trouvez où, les fondeurs en Europe? Il y en a pas. Bon, NVIDIA et Deutsche Telekom ont mis en place, sont en train de mettre en place, ça va sortir au premier trimestre 2026, donc vraiment dans pas longtemps, le AI Factory, qui va tout simplement faire un joli petit plus 50% de la capacité IA en Allemagne pour l'ensemble du pays, avec juste ce data center tellement balèze, tellement puissant, un investissement colossal d'1 milliard d'euros, bim, l'Allemagne va se propulser en avant dans le monde du compute, de l'intelligence artificielle. Ce data center, pourquoi Deutsche Telekom? Parce que ce sera un data center souverain pour les Allemands et également pour l'Europe, parce que je vous ai déjà signalé qu'il y avait des accords européens sur ce genre de truc. Bien sûr, ce sera orienté pour la recherche, pour l'entraînement de nouveaux modèles d'IA, pas juste, ça va pas être fait pour l'inférence commerciale des modèles américains ou autres. Non, ça va être fait pour la recherche, pour le développement et notamment pour l'industrie. C'est pas mal de se dire, il y a un savoir-faire dans tel pays, ici sur l'industrie, ici sur l'éducation, ici sur la justice, ici sur machin. Eh ben, mettez des data centers, on se les partage tous, mais vous continuez à développer votre pôle de compétences en Allemagne industrielle avec de l'IA industrielle. Puis nous, pendant ce temps-là, en France, on verra bien. Et puis en Italie, on va faire ceci, cela. Aux Pays-Bas, ceci, cela. C'est pas mal. Et en tout cas, un nouveau gros data center AI Factory à Munich qui va nous offrir de la donnée locale, de la sécurité, de la souveraineté, même si les puces à l'intérieur, c'est du NVIDIA. Elles seront chez nous et c'est nous qu'on va s'en occuper. Enfin, chez nous. Chez nos amis allemands à Munich. C'est pas mal, c'est une nouvelle pierre à l'édifice, au mur de la souveraineté. On voit toujours ça en mur, la souveraineté. On coupe les autres. On peut aussi développer nos trucs. C'est pas mal. Allez, et je termine cette revue d'actu comme j'aime bien le faire par un petit robot. Alors, cette fois-ci, est-ce que ça va être encore Renault? Un robot meurtrier, un robot quadrupède chinois qui est lancé sur les plages de débarquement potentiel et qui explose au contact des vies humaines? Oh, mais non, ça n'existe pas. Si, ça existe. Mais rassurez-vous, restez jusqu'au bout. Je vais vous parler d'un truc beaucoup plus mignon. Ah bon, il y a du mignon dans les robots? Tu m'étonnes, il y a Bummy. Lui, c'est Bummy de Noetix. Alors Noetix, ça fait genre on n'a pas d'éthique, mais c'est bizarre. Donc Noetix, Robotics, que des trucs en X, comme Astérix, Panoramix. Non, mais je meuble pour que vous regardiez ce petit robot qui est vachement balèze. Il est super mignon. Voilà, il fait 94 cm. Oh, il est mimi. Il pèse 12 kg. Il fait des mouvements absolument dingos. L'intérêt de ce petit robot, c'est qu'il est aussi totalement programmable. Attendez, il y a l'autre intérêt, je vous laisse pour la fin. Vous pouvez totalement le programmer, le développer, le manipuler, créer une interface de commande pour lui apprendre des nouvelles choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un allié génial si vous avez envie de danser, non, ou de le faire danser, non, un allié génial surtout pour l'éducation, pour la recherche, pour les Fab Labs. Vous savez que je suis un militant, un fervent militant des Fab Labs. Je veux des Fab Labs partout en France, dans toutes les écoles, des lieux où on va pouvoir bricoler, appliquer les maths qu'on a vues en cours et l'électronique qu'on a vue en cours et toucher des IA et de la robotique et serrer des boulons et tout ça. Les Fab Labs, c'est l'avenir de notre société, je vous le dis, un des avenirs en tout cas, un des éléments. Bummy, il est fait pour ça. Alors il est chinois.
Eh ben, on fait ce qu'on peut, les amis. Voilà, il est produit à Pékin et à Changzhou. Il y a toute la chaîne de production chez Noetics Robotics qui est maîtrisée de bout en bout, hein, que ce soit les moteurs à l'intérieur, le robot, les IA et tout le bastringue, la programmation, tout est fait là-bas. Et ils ont sorti, donc pour le grand public, ce fameux Bummy, et ils ont réussi à en vendre 100 en 1 heure à peine. Dès la première heure de mise en vente, il y en a déjà 100 unités qui sont parties partout, voilà, ils sont partis partout, les deux, et 500 en deux jours par la suite. Alors c'est un petit robot, hein, c'est pas celui qui va vous faire vos courses à votre place et tout ça, ça dépend si vous avez un talent de programmation. Mais c'est génial pour l'éducation, pour les petites applications, etc., etc. C'est rigolo, ça peut être un chouette cadeau de Noël. Non, mais tu crois quoi? Tu crois qu'on a le budget pour s'offrir un robot comme ça, comme cadeau de Noël? Bon, chinois, ça vous regarde, vous faites absolument comme vous voulez, les amis. Moi, perso, j'ai pas d'avis, mais vous faites comme vous voulez. T'as pas qui se réveille la nuit, qui vous espionne. Bon, vous avez rien à cacher. À la nuit, peut-être. Bon, je sais pas. Bref, on va pas pouvoir s'offrir ce robot pour Noël. Bon, est-ce que vous pouvez vous offrir un iPhone ou un smartphone, pardon pour la marque, dernière génération? Oui? Alors, vous pouvez vous offrir Bummy, puisque Bummy, il est proposé à 1200 € seulement. Ah, vous allez me dire, c'est quand même une somme, Renaud. Bien sûr que c'est une somme, mais c'est un petit robot humanoïde programmable avec lequel on fait un petit peu ce qu'on veut. Bah voilà, les early adopters vont adorer, et entre acheter la dernière version du smartphone de je sais pas qui pour scroller sur TikTok, c'est chinois aussi, hein, bah voilà, bon, et acheter un petit Bummy, bah vous ferez votre choix. Voilà, mais sachez que ce genre de robot, en tout cas, c'est pas un sponsor, un placement de produit ni rien. Moi, je l'ai pas, je vais pas l'acheter parce que j'ai pas mis 200 balles. Mais sinon, si je comptais pas les sous, peut-être. Mais en tout cas, sachez que ça commence à arriver, à exister et être de plus en plus fiable. Ces petits robots d'études qu'on peut programmer, et c'est peut-être une chance pour l'éducation et pour faire de l'école quelque chose de plus appliqué, de plus pragmatique, de plus attrayant. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a plus qu'à faire les nôtres. C'est dommage, on a fermé nos boîtes de robotique en France et en Europe. Hein, c'est ballot, fallait les garder. Bon, et on fait ce qu'on peut, mais on peut s'y remettre quand on veut, après tout. Bah, c'est une question de volonté. En tout cas, Bummy est là, et puis il y en aura d'autres, peut-être un jour un Européen, voire un Français. Ça, j'aimerais bien. Voilà pour les actus du jour. Elles étaient un peu denses, mais elles vous disent aussi la bataille, à la fois sur le terrain légal, c'est pas glamour, mais c'est important, sur le terrain des IA qui disparaissent, qui réapparaissent, qui ont des luttes sans merci, qui piétinent le droit d'auteur, puis qui reviennent. Et également, je voulais vous faire tout ce topo sur tout ce qui est compute, data center, les gros acteurs, qu'est-ce qui se joue, est-ce qu'on fait encore le poids, et notre politique à nous, et nos data centers à nous, et les voies possibles, peut-être, de l'IA locale. Peut-être que la voie souveraine en Europe, ce serait de dire que chez nous, pour des questions écologiques, pour des questions d'énergie, pour des questions de je sais pas trop quoi, de souveraineté, de data, de protection, de culture, ce serait peut-être pas mal que nous, Européens, on se dise, et je milite un petit peu là-dessus, qu'on se dise, nous, notre voie, c'est on n'en veut pas de vos data centers. On a en France de l'énergie décarbonée et c'est cool. Nos petits voisins, ils vont s'y mettre également, et peut-être qu'on peut tous avoir notre petit R2D2, notre petit PC qui alimente notre IA à nous, aux côtés de nous, derrière nous, et puis c'est nous qui en sommes responsables face à l'écran. C'est pas l'IA qui nous remplace, c'est l'IA qui nous renforce et qui est une IA locale, peut-être open source, peut-être open weight. On peut en faire ce qu'on veut, on peut mettre nos data ici, elles bougent pas, mais en même temps, c'est nous les humains qui sont responsables devant la loi, devant tout ça, et avec les impacts écologiques qui sont très différents des immenses data centers dont on a parlé ici. Je pose ça là, je dis rien, je dis que nos politiques, s'ils ont envie un jour de réfléchir plutôt que de se chamailler, ils pourraient peut-être réfléchir à ce genre d'issue ou de voie ou de projet de société qui me paraît pas mal, et il me semble qu'on a pas mal d'atouts en Europe et en France pour faire ce genre de choses. Et en plus, ça évite les écueils qu'on se tape. Je dis ça, je pose ça là en fin d'émission, dans l'outro. Vous la verrez pas, mais si vous avez envie de nous dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous retrouver en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, c'est Renaud Décode sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. Et puis, quand vous voulez, sur renaud-décode.fr, le site de l'émission, pour discuter de tous ces sujets-là et bien d'autres, faire des tutos, échanger entre nous, réseauter. C'est génial parce que ce monde de demain, il se forge ensemble. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je constate ici. À très bientôt pour une nouvelle revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Décode.